Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'impasse dans laquelle se trouve désormais Emmanuel Macron. On commence sans plus attendre, allez c'est parti. Alors cette impasse, elle a commencé avec la grève chez Total et Esso. Que demandent les salariés de Total et Esso qui se sont mis en grève? Eh bien des augmentations de salaire, sachant que leurs entreprises ont réalisé des super profits. Qu'est-ce que c'est que ces super profits? Eh bien, l'année dernière, par exemple, Total a réalisé 13,5 milliards d'euros de bénéfices et distribue l'essentiel de cette richesse à ses actionnaires et fait monter le cours des actions. Au début de l'année 2022, sur les 6 premiers mois, Total a réalisé des bénéfices encore plus importants et il a fait plusieurs programmes, un programme de distribution de dividendes, un programme de rachat d'actions, je ne viens pas sur le détail, mais en gros c'est quelque chose qui fait monter le cours des actions. Bref, l'essentiel de l'argent est distribué aux actionnaires. Et puis vous avez une autre chose qui est extrêmement choquante, qui est que le PDG de Total, qui refuse donc des augmentations de salaire aux salariés, c'est lui augmenté de 52% pour passer son salaire à 6 millions d'euros, c'est-à-dire 500 000 euros par mois. Bref, vous avez une situation dans laquelle on a l'impression que les travailleurs travaillent pour produire de la richesse et que l'essentiel de cette richesse part dans les poches des très riches et des actionnaires. Alors cette grève, elle rejoint en fait un débat qui a eu lieu cet été à l'Assemblée nationale, puisque Emmanuel Macron a fait voter une loi pouvoir d'achat dans laquelle il y avait eu un certain nombre d'échanges sur la question du pouvoir d'achat et de l'augmentation des salaires. Du côté des Insoumis et de la NUPES, nous défendions l'augmentation des salaires. Du côté d'en face, c'est-à-dire de tout le monde en fait, macronistes, LR, Rassemblement national, ils défendaient le fait de faire des primes, c'est-à-dire des choses qui sont au bon vouloir des patrons, et puis de faire de l'intéressement aux entreprises. Voilà quel était en gros l'enjeu du débat. Et nous proposions, nous, Insoumis et NUPES, aussi le blocage des prix, parce que le principal problème pour le pouvoir d'achat, c'est l'inflation en ce moment, et également la taxation des super profits. On nous a dit que c'était pas possible, qu'on était des fous, enfin comme d'habitude, mais il se trouve que dans l'action, les salariés de Total et d'Esso sont en train de dire à peu près la même chose que ce que nous disions à l'Assemblée nationale, à savoir, il est temps désormais de partager la richesse. Quand des entreprises réalisent des profits importants, c'est du fait du travail qui est fourni par les travailleurs, et donc il est normal que les travailleurs reçoivent leur part de cette richesse produite via l'augmentation de leur salaire. Donc sur le plan politique, cette grève est une défaite d'ores et déjà pour la logique des macronistes qui ne nous ont pas écoutés à l'Assemblée nationale et qui du coup se retrouvent avec des mouvements sociaux qui demandent finalement la seule demande logique, à savoir donc augmenter ses salaires. Et il faut bien voir que la situation se complique pour Emmanuel Macron parce que d'une grève qui était catégorielle, c'est-à-dire dans quelques entreprises, eh bien il y a un mouvement qui semble s'étendre, qui semble faire tache d'huile, et d'ailleurs est lancé un appel à la grève dans tous les secteurs de la société, mardi 18 octobre, dont les premiers indices nous laissent penser qu'il sera assez massif, compte tenu du fait que la grève commencée chez Total et Esso a donné du courage à tout le monde parce que les gens se sont dit, bah voilà le signal top départ de la grande lutte pour le pouvoir d'achat, pour l'augmentation des salaires. Et je sais que cette grève, elle rend difficile la vie quotidienne parce que c'est compliqué de trouver de l'essence, on doit faire la queue, parfois on n'en trouve plus, mais néanmoins, ce qui est en train de se produire, c'est que celles et ceux qui nous disaient qu'il n'était pas possible d'augmenter les salaires sont en train de se retrouver dans une situation dans laquelle ils sont contraints par la force des choses, à négocier sur la question des salaires. Donc en quelque sorte, cette grève de Total et d'Esso, si elle est victorieuse, eh bien elle donnera encore plus d'appui à toutes celles et ceux qui entreront dans la lutte ensuite. Il y a donc une situation de tension pour Emmanuel Macron, mais plus largement pour le camp bourgeois, puisque la question des salaires et de la répartition de la richesse, eh bien c'est la question centrale depuis des années et que la bourgeoisie a toujours essayé de limiter l'augmentation des salaires pour pouvoir distribuer l'argent aux actionnaires. Donc même si la grève, ça complique la vie, eh bien nous avons tous intérêt à ce que les grévistes de Total et d'Esso soient victorieux pour montrer que c'est possible et pour ensuite donner des arguments à toutes celles et ceux qui entreront dans la lutte. Alors en plus de cette situation sociale, Emmanuel Macron est aussi coincé par une situation sociale politique qui est le fait de la marche du 16 octobre. Vous le savez peut-être, une marche est organisée à Paris ce dimanche 16 octobre à 14 h place de la Nation à l'appel de la NUPES, de Jean-Luc Mélenchon, de 25 associations, d'un certain nombre d'unions syndicales qui ont rejoint petit à petit les appels à cette marche. Et elle a pour objet la question donc du pouvoir d'achat. L'idée initiale de cette marche, c'était de centraliser la question du pouvoir d'achat
et de l'augmentation des salaires et du blocage des prix, après que donc nous ayons eu le débat à l'Assemblée qui s'était fini sur une victoire en quelque sorte des macronistes sur les primes et l'intéressement aux entreprises et sur le fait que les salaires n'augmentaient pas. Donc une marche qui était prévue à un moment donné pour en quelque sorte centraliser la question des salaires et du pouvoir d'achat se trouve tombée pile poil au moment pivot entre une grève catégorielle chez Total et Esso et une grève qui se généralise dans plusieurs secteurs, et donc il se trouve que cette marche au final tombe pile au bon moment pour mettre un rapport de force politique supplémentaire sur le pouvoir d'Emmanuel Macron qui refuse donc ces augmentations de salaire. Je rappelle que l'augmentation du SMIC peut se faire par un décret et la NUPES propose que le SMIC augmente à 1 600 €. De même, le blocage des prix pourrait être une décision prise rapidement pour faire en sorte qu'on bloque à la baisse les prix de l'énergie, électricité, gaz, essence, et puis aussi les prix de l'alimentation qui sont eux aussi en nette augmentation. Bref, vous avez un moment intéressant sur le plan du rapport de force avec le pouvoir politique et économique, avec ces grèves qui sont donc en train de se généraliser, et cette marche qui arrive au moment où nous sommes en train, tous ensemble, de centraliser la question du pouvoir d'achat. Alors maintenant, pour bien comprendre l'impasse dans laquelle est Emmanuel Macron, en plus du fait que les salariés de Total et d'Esso démontrent que la question centrale, c'est la question des salaires, ce qui n'est pas une petite impasse pour lui, eh bien il y a aussi l'impasse qui a lieu à l'Assemblée nationale. Et sur ce point, il faut que je vous dise quelques mots. En ce moment, à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de débattre du projet de loi de finances. C'est en gros le budget de l'État pour l'année à venir, l'année 2023. Ce budget, c'est globalement un budget d'austérité et donc les Insoumis et la NUPES sont opposés à sa mise en œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans les débats. Parce que dans les débats, eh bien, la minorité présidentielle, on va l'appeler comme ça, est en train de perdre un certain nombre de votes sur des sujets extrêmement cruciaux. Vous vous souvenez peut-être ce qui s'est passé aux élections législatives. La Macronie n'a pas réussi à avoir une majorité absolue et donc elle est obligée de composer avec d'autres forces politiques pour gagner sur ces votes. Mais comme ils ont décidé de faire tout seuls dans leur coin sur ce projet de loi de finances, eh bien il se passe ce qui devait se passer, et ils se font mettre en minorité sur un certain nombre de votes. Et cette situation, eh bien, elle est extrêmement intéressante pour ce qui constitue donc l'impasse d'Emmanuel Macron. Je vous prends deux exemples qui me semblent être les plus intéressants pour ce qu'ils démontrent de l'impasse politique dans laquelle se situe Emmanuel Macron. Nous avons voté à l'Assemblée nationale un amendement du groupe Modem. Le groupe Modem, c'est un groupe qui fait normalement partie de la majorité présidentielle. Eh bien, ce groupe-là avait déposé un amendement pour taxer les super dividendes. Bon, c'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est déjà ça. Et surtout, ça envoie un signal politique fort qui est que la distribution de dividendes massive, eh bien, ça commence à bien faire et que, au moins, l'État peut rétablir un peu de justice sociale et fiscale en imposant une partie sur le sujet. Eh bien, cet amendement déposé par le Modem, il a été voté à une très large majorité. Très large majorité, et en fait la Macronie s'est non seulement fait mettre en minorité, mais en minorité sévère, à tel point qu'il y avait même des députés du groupe Renaissance, c'est-à-dire le nouveau nom de la République En Marche, le groupe pur jus macroniste. Il y avait 19 députés qui ont décidé de voter avec le Modem, les Insoumis, la NUPES, le Rassemblement National et LR sur le sujet donc de la taxation des super dividendes. Autre sujet similaire, c'est la question du rétablissement de l'exit tax. Alors l'exit tax, pour faire très court, c'est un mécanisme de lutte contre l'évasion fiscale, contre celles et ceux qui partent à l'étranger pour ne pas payer d'impôts en France. Et bien sur ce sujet-là également, la Macronie a été mise en minorité. Et c'est d'autant plus symbolique que l'exit tax avait été supprimé par Emmanuel Macron en 2018. C'est-à-dire qu'on est en train de revenir sur la politique qui a été menée par Emmanuel Macron dans les 5 dernières années. Donc évidemment, sur le plan symbolique, c'est une défaite politique énorme pour le président de la République. Sur le plan pratique, c'est un problème politique aussi énorme, puisque vous l'avez vu, sa majorité est donc divisée. Sa majorité est en train de battre de l'aile sur plusieurs sujets concernant le projet de loi de finances. Donc Emmanuel Macron se retrouve dans une situation dans laquelle il n'est plus le monarque présidentiel avec tous les pouvoirs comme il avait dans les 5 dernières années, et il n'a toujours pas enregistré ce fait-là. Il n'a toujours pas enregistré le fait que désormais le pouvoir est à l'Assemblée nationale. Conséquence logique de cette absence de compréhension de la situation politique, il va utiliser un 49.3 pour faire passer en force sa loi
de finances de l'année 2023. Et là se pose un nouveau problème pour Emmanuel Macron. Il faut que je vous dise 2 mots du 49.3. Le 49.3, c'est un outil de la Constitution pour pouvoir faire passer en force un texte. En gros, l'idée c'est ce texte est passé, le gouvernement engage sa responsabilité, vous faites une motion de censure pour faire tomber le gouvernement ou bien le texte passe. Le 49.3 c'est ça, c'est soit vous dites on fait tomber le gouvernement et le texte avec, soit le texte passe comme ça sans vote à l'Assemblée nationale. Donc c'est un outil extrêmement violent sur le plan démocratique. Et c'est là que ça devient intéressant sur plusieurs points qui mettent Emmanuel Macron en grosse difficulté. Première difficulté, eh bien la question du périmètre de ce 49.3. Il est possible de faire un 49.3 qui inclut le début du débat budgétaire, mais qui, sur le reste du texte, eh bien, fasse passer la version du gouvernement. Mais vous avez aussi une possibilité de faire un 49.3 avec le texte initial du gouvernement, c'est-à-dire en enlevant tous les débats qui ont d'ores et déjà eu lieu à l'Assemblée nationale, et donc, en quelque sorte, en écrabouillant le Parlement. Sauf que ça pourrait être facile pour Emmanuel Macron si jamais sa majorité était unie et soudée autour de son texte sur le projet de loi de finances. Sauf que, comme je vous l'ai dit à l'instant, le groupe Modem et une partie des députés du groupe Renaissance ont eux-mêmes voté des choses qui n'allaient pas dans le sens du projet de loi de finances initial du gouvernement. Eh bien, si Emmanuel Macron décide de faire un 49.3 sur l'ensemble du texte et de revenir à sa version initiale, il brutalisera sa propre majorité. Non seulement il brutalisera les oppositions, ça c'est l'objet du 49.3 en partie, mais il brutalisera aussi sa propre majorité, et ça c'est en réalité la version initiale du 49.3, brutaliser sa majorité pour faire passer des textes quand on est dans un gouvernement semi-majoritaire. Là en l'occurrence ils ne sont pas du tout majoritaires. Donc en réalité ce qui est en train de se produire ici, c'est la continuité d'une crise politique qui a commencé avec le fait que Emmanuel Macron n'avait pas la majorité. Crise politique qui s'était déjà constatée dans le fait que la première ministre Elisabeth Borne ne demande pas la confiance du Parlement lorsqu'elle a été nommée Première ministre. Voilà pour ce qui concerne le 49.3 sur le plan politique, mais maintenant il y a aussi une question pratique qui se pose pour Emmanuel Macron. Et vous allez mieux la comprendre justement avec ce que je viens de vous expliquer. La question pratique, c'est la question de la date, puisque Emmanuel Macron doit faire donc ce 49.3 à un moment donné, il doit le déclencher à un moment donné. Or, plus il déclenche tard ce 49.3, plus il y aura eu de débats à l'Assemblée nationale, plus il y aura eu de choses qui seront passées, et plus ça sera perçu comme une brutalité de faire ce 49.3. Mais en même temps, comme il y a la marche du 16 octobre, ce dimanche donc 16 octobre, eh bien Emmanuel Macron n'a pas envie de mettre une pièce supplémentaire dans la machine de la mobilisation populaire. Il est donc en quelque sorte contraint d'attendre. Donc il n'y a pas de solution de sortie qui soit efficace pour Emmanuel Macron. Il est coincé, il est dans l'impasse politique. Désormais, quelle que soit l'issue de ce 49.3, Emmanuel Macron ne pourra que faire la preuve du fait que son autorité est limitée, brinque-ballante et mise en difficulté à la fois par le Parlement et par les mobilisations sociales. Nous avons donc une situation idéale pour porter de nouveau très fortement la question de l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat, parce qu'il y a une association très forte entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale, où siègent les représentants de la nation, et ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe dans les entreprises. Vous avez une situation qui est une situation de conjonction de l'ensemble de ces mouvements qui poussent tous dans une même direction, augmentation du salaire et également la question du blocage des prix qui est sur le tapis. Et j'ajoute qu'avec la question du 49.3 se pose aussi la question démocratique. Dans tous les moments révolutionnaires de notre histoire, eh bien, il y a toujours eu un lien entre question sociale et question démocratique. C'est toujours parce que une situation sociale ne trouvait pas de débouché politique ou de réponse politique au minimum que ensuite le pouvoir politique lui-même a été mis en cause par celles et ceux qui se sont engagés dans la lutte. C'est ce qui s'est passé dans notre pays à de multiples reprises, à commencer par la Grande Révolution de 1789, mais c'est aussi ce qui s'est passé dans de nombreux pays du monde plus récemment. Donc vous avez là une situation politique globale qui met en minorité le monde politique qu'incarne Emmanuel Macron, le monde de cette bourgeoisie qui veut garder l'argent pour elle, qui ne veut rien partager avec les travailleurs, avec les ouvriers, avec les salariés, et qui croit que tout ça va se passer tranquillement et qu'il n'y aura pas d'opposition populaire. Mais désormais, quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron a perdu sur le plan de la bataille des idées, il a perdu sur le plan politique, et donc il est dans une situation d'extrême fragilité, il est donc dans l'impasse.
Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et être informé des prochaines vidéos que je publierai. Ça vous envoie des petites notifications sur votre téléphone. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à mettre des petits pouces bleus. Je vous donne rendez-vous pour la marche du 16 octobre à Paris, 14 h, place de la Nation. J'espère vous y voir nombreux et nombreux. Et tenez, puisqu'on a parlé de la Révolution de 1789, je vous invite à venir avec un petit symbole, une petite cocarde tricolore. Ce symbole, c'est le symbole des révolutionnaires pendant la Révolution de 1789. Vous pouvez en fabriquer très facilement chez vous avec même du papier canson par exemple. Vous faites un gros rond rouge, un rond blanc un peu plus petit, un rond bleu encore plus petit et vous agrafez tout ça avec une épingle à nourrice et vous avez une cocarde du plus bel effet. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!